Bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette présentation organisée par WH Self Invest. Notre sujet, 10 fonctions de backtest, devrais-je dire, 10 fonctions uniques de backtest pour faire la différence. Effectivement, le but du backtest, c'est pas de backtester dans le vide, c'est de faire une différence pour que votre trading s'améliore et que vous puissiez gagner de l'argent. Alors, la présentation va durer 1 heure. Et grosso modo, voilà la structure, voilà l'agenda de la présentation. Je vais d'abord rappeler à quoi sert un backtest, ou ce que c'est, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est, ou qui n'ont jamais eu l'opportunité de travailler avec des fonctionnalités de backtest. Et puis après, on passera à travers les fonctions et j'expliquerai bien c'est quoi leur valeur ajoutée et dans quelle mesure ça peut vous aider à faire de vous de meilleurs traders. Et d'un autre côté, en parallèle, on regardera pour certaines d'entre elles si on peut illustrer avec un exemple. Et j'ai choisi comme exemple la stratégie 1 minute breaks, parce que c'est une stratégie de pure scalping. Et donc, c'est très intéressant je dirais, c'est très approprié pour montrer des exemples. Comme il y a beaucoup de trades dans la journée, alors on n'a pas besoin d'aller très loin d'un point de vue historique et ça sera, vous verrez, très intéressant. Alors, on est parti. Et donc, la première question, c'est qu'est-ce qu'apporte un backtest? Alors, faisons un petit peu en arrière, quelques définitions. Tout le monde est familier avec le concept de stratégie. Et ici, j'affirme qu'une stratégie, c'est en fait un système complexe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand on considère une stratégie, elle a de nombreux éléments. Les éléments, j'en ai donné des exemples en dessous, dans, dans cette flèche, cette espèce de processus, appelons ça un processus, dans lequel vous avez différentes catégories. Donc, la première catégorie, j'ai appelé ça contexte, c'est-à-dire, c'est littéralement le type de graphique, l'agrégation, est-ce qu'on est en 5, en 10 minutes, est-ce qu'on est en range bar, est-ce qu'on est en Renko, etc. La plage horaire, quand j'entends plage horaire, je veux dire par là, est-ce qu'on traite de 15h à 18h ou est-ce qu'on traite de 9h à 11h? Les signaux, alors les signaux, ça peut être des indicateurs, un ensemble d'indicateurs, et, ou alors des signaux bien particuliers, comme par exemple chez nous le tree line break qui est très populaire, l'Aikinashi qui fait qui est extrêmement populaire, et il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Et puis vous avez le concept de filtre. On verra le bloc et le flat dans la présentation, mais super trend par exemple, c'est l'idée de faire d'appliquer un filtre de tendance. Puis vous avez les stop target, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous permet de sortir de position. Et là encore, il y a beaucoup de choix. Donc tous ces éléments-là font partie de la stratégie. Et il y a même un élément supplémentaire qui, je m'aperçois, ne figure pas dans la liste, c'est tout simplement l'instrument. C'est-à-dire qu'une stratégie, elle peut être appliquée par exemple à un CAC 40 ou à un euro USD, elle va peut-être fonctionner avec un DAX et pas avec un AEX, et une autre fonctionnera avec un Nasdaq et pas avec un Dow Jones. Donc l'instrument en lui-même, c'est presque comme une variable. Et si vous êtes rigoureux un petit peu dans votre approche du backtest, vous devriez considérer l'instrument comme une variable et vous devriez essayer la stratégie sur différentes variables. Enfin, sur différents instruments, excusez-moi. Donc, quand on considère un de ces éléments, par exemple, une moyenne mobile, elle a ce qu'on appelle une variable, c'est la période. Et donc, on s'imagine bien qu'avec tous ces éléments-là, vous avez différentes paramètres ou variables, ce qui rend le système complexe. C'est pour ça qu'on appelle ça un système complexe. Mais le point est que ce qui nous intéresse dans toute cette histoire, au bout du compte, c'est la profitabilité de la stratégie. Mais la stratégie telle qu'elle est appliquée, avec tous ces éléments et toutes ces variables, et le réglage présent, c'est-à-dire la valeur qu'ont toutes ces variables
au moment où on fait son backtest. Vous voyez? Donc, ce dont on va parler maintenant dans la suite, c'est on va parler de comment on analyse en fait la performance d'une stratégie, sachant qu'il y a toutes ces variables, il y a toute cette complexité. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est un petit peu à simplifier les choses et aller à l'essentiel, c'est-à-dire comment arriver à trouver des stratégies profitables. Alors, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me poser vos questions en utilisant le chat, l'outil de chat, et je jetterai un coup d'œil et soit j'y répondrai tout de suite, soit je vous dirai que j'ai vu que vous avez lancé une question et que j'y répondrai prochainement. Donc, un backtest, de mon point de vue, et mon point de vue, c'est le point de vue d'un pratiquant. Je suis un pratiquant assidu de backtest et j'utilise le backtest pour tester des idées, des stratégies. Et toutes les stratégies ne sont pas bonnes. Et je me suis aperçu avec le temps que les stratégies, pour être vraiment professionnel un peu dans son approche, ça valait la peine de les tester sur différents instruments, différentes agrégations, etc. Parce que ce n'est qu'en essayant plusieurs possibilités qu'on trouve des poches de valeur, je dirais. Alors ici, ce que j'affirme, basé sur mon expérience, c'est que un backtest bien fait, donc pas un backtest dans lequel on fait varier tous les éléments, toutes les variables, mais sans réfléchir à ce qu'on est en train de faire, mais un backtest bien réfléchi, ça ajoute de la valeur. Comment ça ajoute de la valeur? Premièrement, ça nous fait économiser de l'argent. Pourquoi? Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un venir vous aborder? Oui, tiens, écoute, si j'ai une stratégie qui est super, tu prends ceci et cela et tu le fais tourner, etc., etc. Si vous voulez trouver la vérité, rechercher la vérité, c'est-à-dire est-ce que cette stratégie est vraiment profitable? Eh bien, dans une plateforme comme la plateforme NanoTrader, c'est très facile et c'est très rapide de tester la stratégie. Premièrement, de la configurer. Deuxièmement, de la tester. Et c'est très, 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 très rapide pour s'apercevoir est-ce que cette stratégie a une valeur ou pas. Grosso modo, si cette stratégie montre une courbe de résultat qui perd, en tout cas sur le réglage qui vous a été proposé, ce que vous pouvez dire, c'est que ce système, par rapport à ce réglage, est mauvais. En tout cas sur la période sur laquelle vous testez le système. Donc, si vous savez qu'une stratégie n'est pas bonne, il ne faut tout simplement pas la trader. Ou si vous voyez que tel indicateur ou tel élément est mauvais, eh bien, vous agissez et vous arrêtez de perdre de l'argent à essayer de vous entêter avec cette stratégie. Le deuxième aspect, c'est que vous verrez après, quand on parlera d'analyse sensitive, d'optimisation, vous verrez que on peut très rapidement trouver de bons réglages à de nombreuses stratégies. Et un bon réglage, c'est aussi une façon souvent d'éliminer des trades perdants. Donc, l'élément, par exemple, agrégation, l'élément plage horaire, ce sont des éléments qui permettent de repérer des zones ou des périodes ou des types de charts ou d'agrégation pour lesquels la stratégie génère peut-être beaucoup de trades, mais pas de profit. Dans ce cas-là, c'est toujours intéressant de réduire, d'appliquer un filtre, réduire le nombre de trades, et vous verrez que ça a un effet bénéfique sur votre résultat, parce que ça vous élimine beaucoup de commissions et ça réduit grosso modo le nombre de trades, ça rend la stratégie beaucoup plus sélective et c'est toujours mieux quand une stratégie est plus sélective. Alors un autre aspect, c'est le côté qualité, c'est-à-dire, on verra après, le bon réglage ou le bon éloignement du stop ou le bon éloignement de l'objectif ou la bonne utilisation de tel ou tel indicateur ou de tel filtre de tendance, ça permet d'augmenter le profit par trade.
Donc, un aspect, c'est de couper les trades perdants et l'activité qui génère rien du tout. Et d'un autre côté, il y a un autre aspect qualitatif à essayer de trouver des réglages qui sont les mieux adaptés pour pouvoir augmenter la profitabilité. Et Nano a plein, on va dire, de fonctionnalités, on les verra, mais il y en a deux que moi j'aime beaucoup. Et je dirais même en premier, je mettrai l'analyse sensitive et en deuxième, l'optimisation. Donc on verra comment ça fonctionne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je continue. Alors, la première chose à voir avec les fonctions de backtesting dans NanoTrader, c'est que NanoTrader a été conçu à la base comme un outil de passation d'ordre avec des fonctionnalités superbes, mais en même temps, il a été conçu comme un outil de test de stratégie. Donc, à la base, NanoTrader inclut ce qu'on appelle le sentiment d'un indicateur. C'est-à-dire, le sentiment, c'est en fait, si on prend par exemple l'exemple qui est sur l'écran, vous prenez par exemple la plateforme, on y a chargé ce qu'on appelle le crossing MA, c'est-à-dire la moyenne mobile, le croisement, excusez-moi, de moyenne mobile, qui est réglé sur 5 et 25, donc une période de 5 pour la moyenne mobile rapide, 25 pour la moyenne mobile lente. La rapide, c'est celle qui suit le plus le graphique, c'est la bleue. La lente, c'est celle de couleur rose. Et puis, on est sur du 10 minutes sur un DAX. Le chart remonte à quelques années. Alors, pour cet indicateur, mais comme pour la plupart des indicateurs qui sont présents dans la plateforme, vous avez un bouton, clic droit à l'intérieur de la barre de personnalisation, sur le bouton qui s'appelle Interprétation. Alors, l'interprétation, c'est cette fenêtre. Et cette fenêtre, elle nous représente en fait la fonction ou l'utilité de l'indicateur. C'est-à-dire, on y voit en bleu, en fait, la courbe, la moyenne mobile rapide, et en pointillé, la moyenne mobile lente. Et on voit qu'il y a 4 états qui ont été identifiés et que l'on peut paramétrer. Le premier, qui est marqué comme numéro 1, on voit en bas que, on voit ici que c'est en fait lorsque la moyenne mobile rapide passe d'en dessous vers dessus à travers, on va dire, la moyenne mobile lente en arrivant par en dessous. Donc c'est typiquement ce qui est en train de se produire ici et qui est typiquement ce qu'on pourrait appeler un signal d'achat. Donc la moyenne mobile, elle traverse par dessous, enfin de dessous vers dessus, elle traverse en fait la moyenne mobile lente et donc ça fait un signal. Alors ce signal, il est en fait affiché ici dans cette sous-fenêtre et la raison pour laquelle le signal est ainsi, à une valeur de 100, c'est parce que nous on a tapé 100 ou en l'occurrence par défaut l'indicateur il a ce réglage, c'est-à-dire croisement de moyenne mobile par dessous vers le haut, ça donne une valeur de 100 parce que c'est un signal d'achat selon la théorie, on va dire, des moyennes mobiles. De la même manière, si on a la moyenne mobile rapide au-dessus, elle croise la moyenne mobile lente, comme dans l'exemple ici. On a dans ce cas un signal de vente et on lui donne la valeur 0. Quand on est au-dessus, quand la moyenne mobile rapide est au-dessus de la lente, la valeur est 65. Et quand c'est le contraire, eh bien, c'est 35. Donc, en fin de compte, ça nous donne cette courbe de signal ici. Et cette courbe de signal est ultra importante parce que c'est elle qui va nous servir à déclencher des ordres, tout simplement. Donc, si vous utilisez des indicateurs de la plateforme, ils ont tous pratiquement cette fenêtre interprétation dans laquelle vous pouvez soit y voir quelles sont les règles appliquées pour l'interprétation de cet indicateur, soit vous pouvez les modifier quand vous êtes par exemple avec un channel, donc un canal, vous pouvez peut-être parier sur par exemple le marché qui rebondit et qui re-rentre dans le canal ou au contraire le marché qui s'extrait du canal et donc dans ce cas-là le sentiment sera différent. Donc vous pouvez créer différents sentiments
voyez, en dessous, il y a marqué modèle. Vous pouvez les sauvegarder. Alors, il y a différents modèles, etc. Vous pouvez faire une petite bibliothèque de modèles en fonction des différents indicateurs. Donc, ça, c'est extrêmement puissant. C'est à la base ce qui permet de faire du backtesting et c'est ce qui permet à la base de faire du trading automatique. Donc, c'est très, très important. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien sûr. Alors, deuxième élément, le méta-sentiment. Alors, le sentiment, c'était un élément, on va dire, de base, mais le méta, ça veut dire plusieurs sentiments, en fait. Et vous voyez que le sentiment, j'attribuais, en fait, ce terme à un indicateur. Donc, en fait, c'est un élément d'une stratégie. Alors que ici, le méta, ça se rapporte littéralement à la stratégie, donc au produit fini, à la stratégie complète. Donc, le méta-sentiment, tort ou sentiment, ouvre les positions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, prenons comme exemple de nouveau cette copie d'écran, et on s'aperçoit qu'en bas, là où précédemment, il y avait un signal qui était relativement simple, qui était basé en fait sur le croisement de moyenne mobile, vous voyez que dans cette étude, nous avons en fait deux éléments. Nous avons le crossing MA, qui est le croisement de moyenne mobile, et puis nous avons rajouté en fait le MACD. Et donc, dans cette stratégie ou dans cette étude, le méta-sentiment, c'est en fait la somme des deux sentiments. La somme du sentiment du croisement de moyenne mobile avec le sentiment du MACD. Et ça vous donne alors du coup cette courbe ici qui est un peu plus complexe parce qu'elle reflète la somme des deux. Et donc, c'est comme une affaire de presque d'opinion. Hein. Vous avez le croisement moyenne mobile, il a son interprétation, c'est comme s'il avait une opinion en fait sur ce qu'il faut faire. Mais de la même manière, le MACD a aussi une opinion. Et donc, quand le MACD, vous voyez, quand la courbe ici, la bleue est au-dessus de la rouge, ben, grosso modo, c'est plutôt positif, c'est plutôt haussier. Et ici, on voit que on a un croisement en fait qui coïncide avec un croisement au niveau de la MACD et ça nous donne ce signal. Donc, on se retrouve avec moins de signaux et ça, c'est typiquement le concept qui sous-tend beaucoup de stratégies, hein, qui sont un petit peu une association de différents éléments, en l'occurrence ici deux. Et vous voyez que dans le méta-sentimentor qui se présente en fait dans la liste des indicateurs que l'on sélectionne dans cette liste d'indicateurs, vous voyez qu'il a différents paramètres. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais 76 et 24, c'est en fait les seuils verts et roses qui sont là. C'est des seuils paramétrables, on peut les modifier. Et par défaut, c'est la valeur par défaut, quoi. Donc, quand la courbe du métasentiment, elle croise, c'est ça qui déclenche des ordres. Donc, quand on dit déclenche un ordre, ça veut dire que lorsqu'on est en mode backtest, la plateforme va considérer qu'on a fait un achat ou une vente au niveau du backtest, c'est-à-dire au niveau de la simulation. Et puis, quand on est en trading automatique, eh bien, lorsqu'on a un signal haussier, par exemple, la plateforme, à la clôture de la bougie, la plateforme va envoyer en fait un ordre au prix du marché. Si c'est un signal d'achat, donc ordre d'achat au prix du marché, pour la quantité qui aura été définie par vous. Et si c'est un signal de vente, eh bien, ça sera dans ce cas un ordre de vente au prix du marché. Mais ça se produira qu'à la clôture de la bougie. Ça, c'est un élément aussi à prendre en compte, à bien savoir. Alors, les deux autres chiffres, 40 et 60, ils se rapportent en fait à un autre aspect, c'est-à-dire, ils se rapportent à la possibilité que vous avez en fait de renverser une position. Et dans ce cas-là, bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, ça ne sert à rien de trop complexifier les choses, mais les choses, on va dire les deux seuils les plus importants, c'est 76 et 24. Sinon, vous pouvez toujours vous référer à l'un des manuels pour comprendre 40 et 60. Le plus crucial, c'est 76 et 24. Après, vous avez 1-1-1. Donc 1-1-1, en fait, on a en fait la possibilité de lisser la courbe du métasentiment, celle-ci. Je dois avouer que je ne l'ai jamais fait, cela. Je n'ai jamais lissé cette courbe. Donc,
Je ne peux pas dire si c'est bien ou pas bien, je n'ai pas d'expérience là-dessus. Par contre, les deux autres valeurs, elles représentent en fait ce qu'on appelle en maths, c'est le poids. C'est un poids. Donc en fait, la moyenne ou la somme dont on parle, c'est une somme pondérée. Donc c'est euh, le sentiment du croisement fois 1 plus le sentiment du MACD fois 1. Donc en l'occurrence, c'est la somme des deux. La somme des deux divisé par 2, quoi. C'est comme une moyenne. Si maintenant vous dites, ah, mais je veux que mon croisement de moyenne mobile, il ait plus d'impact, dans ce cas, vous mettez un poids de 2, par exemple, et donc, dans ce cas, dans le calcul, la courbe, elle changera légèrement et elle va produire d'autres signaux. Et donc, ça, c'est une possibilité de moduler un petit peu vos signaux. OK. Alors, une chose très importante, c'est, en fait, avec NanoTrader, les trades que l'on est en train de, on va dire, d'étudier pour savoir si notre stratégie est bonne ou pas, ces trades, on peut les visualiser sur le graphique. Et donc, si vous imaginez que vous êtes avec votre bel écran d'ordinateur, vous pouvez fermer la barre de personnalisation, vous ouvrez la plateforme en grand, vous resserrez un petit peu l'échelle horizontale et puis vous vous retrouvez vraiment avec, je dirais, pas un récit, hein, c'est un petit peu comme un roman, mais un récit, appelons ça un récit de chaque trade ou de chaque journée de trading. Et on y voit le stop, qui est cette ligne. Ici, en l'occurrence, on a un stop suiveur, période high low, très populaire. Et vous voyez, il est là. Et donc, on le voit et on comprend que ce qui a clôturé la position, c'est quand il y a eu quand le marché a touché en fait le stop. On voit qu'ici, il y avait un signal à la baisse. Et ces éléments, on peut les afficher, c'est-à-dire le petit signal ici qui est représenté par un triangle rouge et ce signal qui est en creux, je dirais, avec une petite barre par-dessus, ça signifie la fin du trade et ça, c'est le début du trade. Ça apparaît lorsqu'on sélectionne en fait ces boutons-là. Donc, le stop, les signaux, et puis ça, c'est le petit commentaire. Donc, si on veut savoir à quel prix ça a été fait, etc., on active aussi le troisième bouton sur la gauche. Et ça, c'est très important parce que ici, le chart, on va dire en surface, il est petit, mais quand vous l'ouvrez en grand, vous verrez, c'est un grand plus parce qu'on comprend ce qui se passe, on comprend pourquoi on fait un trade positif, pourquoi on a un trade négatif. C'est extrêmement intéressant de faire figurer ça. La petite ligne en vert ici, c'est en fait l'objectif. Donc on a le stop et puis on a l'objectif. Voyez. Et ce pour chaque trade. Et c'est vraiment pratique. Alors, les filtres. Alors un jour, on m'a dit que chez certains de nos concurrents, on ne pouvait pas spécifier des périodes de trading à l'intérieur de la journée. Je dirais que si vous ne savez pas faire ça, ça sera très difficile de gagner un jour en trading automatique ou même de faire un bon backtest parce que, bien entendu, parmi tous les éléments qu'on a évoqués dans l'introduction, la période de trading est un des éléments les plus importants. Donc, grâce à un filtre bloc, vous pouvez par exemple spécifier des sous-périodes de la journée. Hein. Donc, par exemple, vous dites je veux faire le matin par exemple, ici, en l'occurrence, vous voyez, on a un filtre qui est représenté par cette couleur mauve jusqu'à 10h29, c'est-à-dire en fait avant la bougie de 10h30. Et puis, on a un bloc qui commence à 12h30, qui termine à 15h, c'est-à-dire exactement 14h59. Et donc, on voit en fait que nos périodes de trading, elles sont limitées au matin, pendant 2 heures, et puis à l'après-midi jusqu'au flat, jusqu'à 21h. Oui. Donc,
les deux premiers filtres, ce sont des filtres blocs, de type bloc, qui empêchent vos ordres d'ouverture de position. Donc si vous avez des positions et le marché maintenant se retrouve dans une zone de bloc, il n'y a pas de problème, la position elle reste ouverte. Mais si vous êtes en situation de trading automatique et vous voulez, la plateforme ou votre stratégie veut ouvrir une position nouvelle, eh bien cette position elle ne sera pas ouverte quand vous êtes dans la période mauve. Ça c'est très intéressant aussi parce que d'un point de vue de backtest, ça vous permet vraiment de mesurer l'efficacité de votre stratégie pendant des périodes bien données, par exemple l'ouverture des marchés européens, l'ouverture des marchés américains, la deuxième mi-temps des marchés américains, la première mi-temps des marchés japonais, la deuxième mi-temps de la matinée du marché européen, c'est-à-dire entre 10h30 et midi. Vous voyez? Et très souvent, ça sera la clé pour trouver des stratégies qui fonctionnent bien. Cet aspect de période, quoi. Puis vous avez le flat. Et le flat, il est extrêmement important parce que lorsqu'on fait du scalping ou du day trading, on n'a pas envie de garder une position durant la nuit, on n'a pas envie de se stresser. Et dans ce cas-là, on est intéressé de sortir de position à une heure donnée. Ici, on a mis 21 heures. Je dirais, sur un DAX, il vaut mieux mettre 21h58 parce que en général, dans la dernière demi-heure, le marché est souvent un petit peu volatile ou avec un peu de chance, le marché peut bien vous faire gagner quelques points de plus. Ce flat, vous voyez qu'on y spécifie une période, 21h, 23h59. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que premièrement, si vous avez une position, elle sera clôturée dans la seconde qui suit 21h. Et si vous êtes en backtest et que vous avez un chart de 10 minutes, si vous voulez faire semblant que l'ordre flat est donné à 21h, dans ce cas, il faudrait que vous tapiez 20h50. 20h50, la bougie de 20h50 se termine juste avant 21h. Et dans le backtest, si vous mettez 20h50 sur ce graphique de 10 minutes, ça sera comme si vous sortiez à 21h. Donc, c'est différent que lorsque vous êtes en mode automatique. En mode automatique, vous dites 21h, à 21h et 1 seconde, vous êtes sorti. En backtest, vous tapez 20h50 et il va vous simuler une sortie à 21h. OK. Alors, l'analyse sensitive. Alors maintenant, je vous présente la fonctionnalité. Il y a plusieurs fonctionnalités, mais disons une des fonctionnalités que je préfère, l'analyse sensitive. Alors, qu'est-ce que c'est l'analyse sensitive? Ici, dans l'exemple qu'on vient de donner, on a par exemple un stop, suiveur, période ILO. Et puis, le premier paramètre, ou la première variable, c'est min low période. Ça veut dire en fait, quelle est la période minimale pour que le stop période ILO suive ou protège une position à la hausse. Donc low, ça veut dire lorsqu'il se positionne en dessous du marché. Et on s'aperçoit que en faisant un clic droit, on a un bouton analyse sensitive. Quand on appuie dessus, la plateforme va tester pour chacune des valeurs de l'intervalle que vous aurez spécifié. La plateforme va tester le résultat. En l'occurrence, ici, le profit ou la perte cumulée sur la période et va vous donner une visibilité sur le meilleur réglage pour cette variable en particulier. Ici, on réalise que le profit cumulé augmente en fait au fur et à mesure que l'on éloigne le stop. Mais à un moment, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'à un autre moment, quand on dépasse en fait ce seuil de 10, le résultat décroît jusqu'à atteindre 0 avant de rebondir un petit peu, quoi.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, aux alentours de 10, en l'occurrence ici de 10 ticks, parce qu'on a réglé notre unité sur des ticks, et de toute façon, avec les périodes ici, je raconte des bêtises, c'est pas des ticks, on parle de bougies, combien de bougies? On est sur un concept de un certain nombre de bougies, un certain nombre de périodes, quoi. Donc 10 bougies de 10 minutes, ça fait 1 heure et quelques, entre 1 heure et 2. Eh bien, c'est un petit peu l'optimal pour essayer de tirer, de sortir avec cette stratégie en positif, quoi. Donc ça, c'est une information très précieuse parce que non seulement elle vous donne une valeur ou des valeurs, mais en plus, elle vous donne une idée de la robustesse du résultat. Donc ici, si je me mets sur, par exemple, sur 9, c'est presque un peu utopiste de penser que voilà, le bon réglage, c'est 9. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que, allez, à 5 points près, autour de cette valeur, que je sois sur à partir de 7, de 7 à 12, grosso modo, si je me mets au milieu de 7 à 12, j'ai de fortes chances que je reste malgré tout avec une bonne performance. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut le voir un petit peu. Si vous avez aucun point positif, au moins vous savez que ce paramètre, peut-être c'est pas un bon paramètre ou ce stop n'est pas un bon stop. Ok. Alors, après, je vous montrerai quelques exemples avec la plateforme, hein. Donc, l'optimisation. À moins que, comme après on parle plutôt de résultats, à moins que je fasse glisser maintenant, en fait, je fais glisser la plateforme. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai chargé en fait le mini Nasdaq décembre. Donc lui, c'est quoi? Si j'appuie là, c'est voilà, c'est le mini Nasdaq futur. Et on voit que ma connexion rame un tout petit peu parce qu'on a un peu des blancs ici. Mais ça, c'est grosso modo le Nasdaq. OK. Donc, on a ici 1 minute break, qui est une stratégie de scalping pour ceux qui ne connaissent pas. Très intéressante, basée sur le concept tendance, signaux et tendances. J'ai changé 2 choses ici. J'ai mis mon propre objectif. Alors, si je zoome un petit peu pour voir un petit peu ce qu'il y a. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit, voilà, en fait ici, bon, je vais prendre un autre exemple. Voilà, ça c'est un meilleur exemple ici. Là, en fait, on a un signal. Alors, on a deux signaux ici. Parce qu'en réalité, il y en a un qui est pour clôturer la position qu'on avait ouverte là. Et le deuxième, là, c'est pour ouvrir. Donc, retenez l'ouverture plutôt. Donc, on rentre ici, le marché descend, il touche notre objectif, le trade est réalisé. Vous voyez? Donc, cet objectif, il est fixé par un multiple ici, 5 fois l'ATR des 20 dernières bougies. Et que ce soit à la hausse ou à la baisse, long ou short, c'est le même paramètre, 5 fois. De la même manière, le stop, il est exactement symétrique, 5 fois. Donc, ça, ce sont des stops et des objectifs qui sont positionnés par rapport au point d'entrée. Donc, le point d'entrée ici, ça serait là, à la clôture de la position. Et puis, vous avez le stop qui est en haut et qui est à équidistance entre le stop est à la même distance, seulement vers le haut, par rapport au point d'entrée, comparé à l'objectif qui est en bas. OK. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tous les éléments qui sont dans la stratégie, grosso modo, 1 minute break, et avec des réglages. Donc, ces réglages,
En fait, vous pouvez les voir là, et puis vous pourrez essayer de les faire si vous voulez. Ce réglage, le 0,7, c'est pour rapprocher en fait cette courbe. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais cette courbe, elle est liée à la question de la tendance. Donc, en fait, le concept de cette stratégie, c'est on suit la tendance et on utilise un chart tree line break pour nous créer des signaux. Et on a rajouté des signaux qui sont, par exemple, ces pénétrations dans la bande qui représente en fait la tendance. Et lorsqu'on en sort, c'est très, très souvent des signaux de très bonne qualité, quoi. OK. Alors, ensuite, l'illustration de l'analyse sensitive. Alors, je voulais juste préciser une chose. On a positionné ici un stop 26 périodes, c'est-à-dire on force, on fait que tous les trades ouverts se clôturent au moins, au plus tard, après 26 périodes. Comme ça nous fait un backtest avec plusieurs trades et c'est plus intéressant pour illustrer un petit peu les outils, quoi. Alors, Alain, vous posez la question, comment utiliser l'analyse sensitive si on veut utiliser des lots multiples? Alors, Alain, vous posez une question compliquée qui demande une réponse, c'est-à-dire pour tester, pour backtester des lots multiples, ou je vais le dire comme ça, cette présentation sur le backtest, elle s'entend avec un lot, un contrat. On teste la stratégie sur un contrat. Ce dont vous parlez, c'est utiliser la fonctionnalité multi-stop, multi-target, qui est une fonctionnalité extraordinaire de la plateforme, qui permet de diversifier en fait sa stratégie en fait en tradant presque en parallèle une stratégie, par exemple, avec des objectifs et des stops courts, avec une stratégie avec des stops courts, mais des objectifs longs, lointains. Donc ça, c'est en fait toute une technique pour représenter en fait un premier backtest, puis après un deuxième backtest. Ça demande, je dirais, c'est trop spécialisé pour donner beaucoup d'éléments ici, mais je dirais on peut aussi utiliser l'analyse sensitive lorsqu'on fait des lots multiples, mais là, le processus de backtest, il est plus compliqué que ce que je suis en train de montrer, quoi. Donc, il faudrait me contacter en dehors si vous voulez que je vous donne une technique pour essayer de faire cela, quoi. Alors, je continue et je vais, par exemple, tester l'impact du temps sur la stratégie. Donc, vous voyez ici, on a comme élément pour ce paramètre-là 26 bars. Alors, on peut préciser un minimum, un maximum. Je ne vais pas mettre 100, je vais mettre plutôt, enfin pas 200, je mets 100. Et un clic droit, sensibilité du paramètre. On veut vérifier, regardez, c'est très intéressant. C'est peut-être pour ça qu'on avait choisi le 26. En fait, c'est un paramètre qu'on avait choisi déjà au mois de juillet dernier. Et vous voyez que ça reste une sorte de donnée importante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? De quoi on parle? Là, on a un stop qui est relativement pas forcément connu de beaucoup de gens, qui est en fait une fonctionnalité aussi unique de la plateforme. Et ce stop, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si vous n'avez pas été touché par si le marché n'a pas touché l'objectif, ou n'a pas touché le stop, ou n'a pas touché, ou n'a pas, si la position n'a pas été stoppée par un filtre flat, eh bien, après, en l'occurrence ici, 26 bougies, vous sortez. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir que, en fait, lorsque l'on commence avec un stop qui est un stop temporel qui est très proche, c'est-à-dire si on dit que je sors après 10 minutes par exemple, parce qu'on est dans un chart de 1 minute. Donc quand on met 10, ça veut dire 10 minutes. Bon, je gagne 2400. Mais si je suis assez patient, j'attends encore 5 minutes de plus, je gagne 3200. Plus j'attends, plus je retarde en fait, plus je laisse le marché un petit peu évoluer. Et en fait, plus j'augmente la performance. Mais si je fais uniquement confiance au stop en cours et au filtre flat,
ma performance, en fait, elle va retomber. Donc, on voit qu'ici, il y a une incitation à appliquer un filtre un stop temporel, excusez-moi, time stop, pour en fait sortir au bout d'un moment. Si le marché va nulle part, et ben vous sortez, vous perdez peu. Mais si le marché va dans votre sens, probablement que il aura déjà touché votre objectif. Et en fait, c'est une façon de réduire. Probablement, il faudrait regarder les statistiques sur le côté. Mais bon, on ne va pas faire l'analyse maintenant. On veut avancer. Mais vous voyez l'utilité de l'analyse sensitive. C'est très puissant. Ça vous éclaire sur chacun des paramètres du système. Faisons par exemple target. Allez, on va dire long. Alors, mettons-nous par exemple à, je mets 30. Donc, c'est-à-dire 5 fois l'ATR. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si vous mettez un objectif qui est très proche, vous gagnez par exemple 5000, mais plus vous éloignez l'objectif et plus en fait vous gagnez. Maintenant, attention, on est déjà à 5005 et grosso modo, on parle ici de 5000 à 6005. Vous voyez, donc on est déjà à 5000, ce qui est déjà pas mal. Et plus on éloigne notre target, et plus on va gagner. Mais on va seulement gagner 1000 de plus. Bon, on n'a que quelques jours, on a une vingtaine de jours dans ce backtest. Hein. Donc, vous voyez la puissance de cette fonctionnalité qui nous donne l'importance en fait de chacune des variables de nos éléments. Alors, Pascal, vous avez écrit, mais ça peut être intéressant pour moi aussi. OK, fair enough, comme on dirait en anglais. Dans ce cas-là, ce qu'il faudrait faire, c'est, je vais me noter, je me note Pascal, OK, et puis Alain, backtest, multi-stop target. Bon, j'essaierai de faire une réponse, pas demain, mais la semaine prochaine, je vous ferai une réponse pour vous donner peut-être des pistes pour savoir comment on fait. Alors, l'autre élément dont j'avais parlé, c'était l'optimisation. Alors, prenons comme exemple, regardez ce qu'on va faire. On se met sur Meta Sentimentor, on fait clic droit et on va tout fixer. Fixer tous les Sentimentors. Donc, pas uniquement fixer le Meta Sentimentor, mais on va fixer tous les Sentimentors. Sentimentor, ça veut dire c'est des indicateurs qui ont une signification, qui ont un sentiment. Voilà. Maintenant, tout ça, c'est fixe. Si je vais par exemple dans la période ici, vous voyez, 26-26, elle ne peut plus bouger. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici et je vais relaxer la contrainte au niveau des stops et des objectifs. Pour faire cela, je vais en bas, remise à zéro. Remise à zéro. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est je relaxe la contrainte. Et je remets à zéro. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est je me mets sur méta. Et la seule chose qui peut bouger, c'est en fait ces 4 variables. K, long, K, short. Alors ça, c'est en fait l'éloignement de l'objectif et l'éloignement du stop. Et on va voir qu'est-ce qui est mieux. Qu'est-ce qui est mieux? On prend directement l'optimisateur qui est ici. Pardon, ici. Et lui, en se positionnant sur Meta Sentimentor, lui, il optimise tout ce qui est variable, tout ce qui n'a pas été fixé. Je lance, alors on a maximum 1 heure, 1000 essais. Je lance et on va voir s'il trouve quelque chose. Peut-être qu'il ne trouve rien. Bon, il a au moins trouvé 2, 3. Il a trouvé des réglages qui sont meilleurs. Alors bien entendu, il faut aussi prendre en compte comment dirais-je, la période d'évaluation, c'est-à-dire, en l'occurrence, on a pris une vingtaine de jours, mais on pourrait imaginer de faire ça sur une période plus longue. Et donc, vous voyez qu'au niveau des paramètres ici, il n'y a que les 1, 2, 3, 4 que l'on a rendus libres,
qui bouge. Et que fait NanoTrader? Elle fait de manière intelligente, selon on va dire des théories de résolution de système. Elle alterne, elle va chercher des valeurs et elle fait cela selon un algorithme qui lui permet d'aller le plus rapidement possible détecter les bonnes solutions, c'est-à-dire la bonne combinaison, le bon réglage. Donc, je vais arrêter maintenant. Donc, je fais stop. Alors, quand j'appuie ici, je vois le réglage. Donc ici, on est à 10,4, 10,8. On était parti de 5,5, 5,5. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que 10,4, ça nous dit que on peut tout à fait augmenter l'objectif lorsqu'on est long. Par contre, lorsqu'on est short, c'est mieux de le baisser, de le resserrer un tout petit peu. Par contre, pour les stops, il faut relaxer. Donc en fait, on avait 5 et 5. 5 quand on est long pour l'objectif et 5 quand on est long pour le short, enfin pour le stop. Et en fait, il nous dit doubler. Doubler le stop, mais doubler l'objectif. Bon, c'est des informations intéressantes. Donc, je ferme, je garde maintenant ce réglage, par exemple. Et grosso modo, la nano, elle est sur ce nouveau réglage, 8595. Donc, si je double-clique, voilà, ça nous donne cette belle courbe de résultats. Et donc, ça, c'est l'optimisation. Alors, dans beaucoup de stratégies que vous ne connaissez pas, par exemple, c'est très intéressant d'utiliser l'optimisateur parce qu'il vous dit tout de suite qu'est-ce qui est intéressant ou pas intéressant. Et moi, je l'ai déjà utilisé avec différentes stratégies qu'on a dans notre bibliothèque que j'ai jamais tradé moi-même. Et puis, je les ai même un peu tradées en utilisant l'optimisateur pour trouver un peu un réglage, quoi. OK. Alors, on continue. Et alors, on était sur... Voilà, on était sur optimisation. Donc, sur optimisation, grosso modo, vous avez un petit peu un résumé de ce que j'ai expliqué. Et on va passer à la courbe de résultat. Alors, la courbe de résultat, c'est quelque chose quand même ça, c'est quelque chose de vraiment bien. Pourquoi? Parce que je vais quand même peut-être montrer la plateforme. Voilà la plateforme. Vous voyez, en bas, vous avez le résultat. Alors, en bas, vous avez en fait, là, quand on est au niveau de cette zone-là, le bas du chart, on fait un clic droit, chargement des données, 20 jours en 1 minute. OK? Et l'agrégation en haut, c'est 1 minute. OK. En bas, vous avez le bouton que quand j'appuie dessus, tout ce qui a été chargé est visible et la stratégie est appliquée sur toute cette période. On appelle ça la période d'évaluation. Et cette période d'évaluation, elle est rappelée ici à droite, en bas, début de l'évaluation, le 25-10, fin de l'évaluation, grosso modo aujourd'hui, à l'heure présente. Et puis, vous avez aussi d'autres boutons qu'on va voir tout de suite. Mais quand j'ai maintenant appliqué la stratégie sur toute la période, j'ai obtenu ma courbe de backtest, qui est en fait ma courbe de profit total net. Et bien ici, je peux faire un clic droit et puis je dis démarrer chaque journée avec 0. Je fais ça et ça me donne quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire ça me donne la courbe du résultat cumulé de chaque journée. Vous voyez? Donc, ça peut être très intéressant parce que ça vous montre est-ce que vous devriez peut-être employer, je ne sais pas moi, un time stop ou quelque chose d'autre pour essayer de sortir plus tôt, ou est-ce que vous, etc. C'est une façon différente de voir les choses. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous pouvez, je vais une fois zoomer là-dedans, vous pouvez aussi vous baser sur chaque trade. Donc démarrer chaque trade avec 0 de capitaux. Donc ça vous montre chacun des trades dans la fenêtre qui est au-dessus. Et
Si je me déplace, on voit que les deux derniers étaient des trades perdants, mais qu'avant, on avait eu quelques trades gagnants et quelques trades qui n'ont pas donné grand-chose. Sûrement grâce au time stop qui, puisqu'on n'était pas touché, on est sorti. En fait, c'est ça, le time stop, soit vous touchez l'objectif, soit vous touchez le stop, ou soit il vous sort parce que ça veut dire que vous n'avez pas gagné grand-chose. Ok. Alors, un autre aspect, c'est en bas, c'est le fait de pouvoir segmenter. Je vais le montrer directement. Vous dites par exemple, donc moi, vous dites par exemple, je vais me remettre ici sur, voilà, on se remet sur, en gros, rien du tout, on a la courbe qui nous montre toute la période. Et là, ce que je vais faire, c'est, je vais sélectionner par exemple les premiers jours, cette période en particulier, et dans ce cas, je vais appuyer sur ce bouton-là. Voilà. Et maintenant, alors, je vais recommencer si ça ne vous dérange pas. Je vais stopper en backtest normalement. Je vais stopper le flux des ticks. Donc, je vais maintenant zoomer sur cette période. Voilà. Et je vais dire qu'en fait, j'applique le backtest sur cette période. Donc maintenant, le résultat, il est différent. Vous voyez en haut, le résultat est différent. Je fais un clic droit. Voilà. Et maintenant, vous voyez que j'ai en fait deux graphiques. J'ai le graphique de la période d'évaluation, qu'en fait, j'ai réduit à 3-4 jours. Et puis, j'ai la suite. Donc ça peut être intéressant quand vous étudiez. Est-ce que votre stratégie, elle est régulière dans la performance ou pas? Donc, c'est une fonctionnalité très intéressante qui fait partie de la courbe de résultats. Est-il possible d'appliquer une période comprise entre deux dates pour le chargement des données? Nous demande Eric. Oui, tout à fait. Ça, c'est le troisième bouton. C'est-à-dire, si je dis maintenant que je vais aller du 5-11 au 7-11, donc je vais ici. Alors, je vais commencer par le 7-11. Donc, le 7-11, c'est ça. Et je vais aller maintenant dans le 5-11. Et puis, je vais appuyer sur le bouton là, le bouton de droite. Et lui, grosso modo, il me donne le résultat de la stratégie pour cette période que j'ai moi-même déterminée à partir des deux dates ci-dessous. Hein. Donc, vous voyez, beaucoup de flexibilité ici. Moi, j'utilise beaucoup ces boutons, en fait. Peut-être moins le troisième, mais les deux premiers, beaucoup. Alors, je reviens maintenant sur la présentation. Et puis, on passe à la page d'information. Alors, la page d'information, j'aurais dû en parler peut-être même avant, mais en fait, par défaut, la plateforme est réglée sur performance totale. Et ça veut dire, en fait, ça traduit la notion de le profit total net. Eh bien, sachez que la plateforme NanoTrader, elle vous offre en fait 12 autres ou 10 autres critères possibles de performance, comme par exemple le trade moyen gagnant, le pourcentage profitable, etc. Tous ces termes, tous ces critères, ils sont en fait explicités dans la plateforme quand vous cherchez, quand vous allez au niveau de aide, manuel, système de trading, open, voilà, donc système de trading, vous voyez, et puis je fais CTRL F et je cherche performance totale. Ouais, objectif d'optimisation ici.
Donc, bon, trade moyen gagnant, on comprend ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire on fait la somme des trades gagnants, on divise par le nombre de trades gagnants, ça nous donne la moyenne. Mais pour les autres, espérance, voilà, vous avez un peu une explication, qu'est-ce que c'est vraiment? Voilà, ouais, un petit peu d'explication ici, vous voyez, etc., quoi. Bon, moi, je dois dire que j'utilise essentiellement, enfin, pas essentiellement, j'utilise uniquement la performance totale. J'ai déjà joué un peu avec les autres, mais j'ai pas vraiment eu vraiment d'utilité bien spécifique pour ça. Alors, on revient sur la plateforme, enfin sur l'exposé ici. Donc, sur la droite, vous avez en fait, pour le critère de performance que vous aurez choisi, vous avez en fait toute une liste de statistiques. Alors, quelles sont les statistiques que moi j'aime bien? Le nombre de trades, c'est crucial. On veut avoir le moins de trades possible. Trades gagnants sur trades, enfin, nombre de trades gagnants, donc le taux de succès, très important. Et on combine cela avec gain moyen sur perte moyenne, parce qu'en fait, la performance, elle est liée à la notion de taux de réussite et à la notion de gain sur perte. Donc, ça, ce sont deux critères que moi, enfin, deux facteurs, appelons ça des facteurs de performance que sur lesquels j'ai toujours un œil. Et puis, il y a quelque chose aussi qui me plaît beaucoup, c'est ce gain brut et perte brute. C'est-à-dire, l'idéal, ce n'est pas d'avoir, par exemple, 27 000 de gains et 24 000 de pertes, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de trades perdants pour que ça crée 24 000. Mais le mieux, c'est d'avoir 8 000 sur 5 000. Vous voyez, 8 000 de gains, 5 000 de pertes. Ça, c'est beaucoup mieux que 27 000 contre 24 000. Donc ça, c'est quelque chose que je regarde aussi beaucoup. Après, un petit peu, de temps en temps, un peu le trade moyen gagnant, ça vous donne une idée, est-ce que vos stops, targets sont bien positionnés? Mais on peut aussi voir ça directement avec l'analyse sensitive, comme je vous ai déjà expliqué. Donc ici, il y a une mine d'informations, et avec la pratique, vous verrez, il y en a certaines que vous deviendrez familier en fait de certains de ces facteurs. Alors, rapport et histogramme, on appuie sur le bouton, on peut montrer l'exemple avec la nano, hein, tant qu'on y est. Donc, on a notre système, là, je vais maintenant l'appliquer de nouveau à l'ensemble. Et puis, je me mets sur MetaSentimentor, j'appuie ici, et il va me donner, alors quand il y a trop de trades, il ne sait pas dessiner les résultats de tous ces trades, et là, il y a quand même 271 trades. Donc, performance journalière, excusez-moi, performance hebdomadaire, mensuelle, et annuelle. Vous voyez, donc ça, c'est très intéressant. Je l'utilise systématiquement le soir. Trading, on va dire, même à la fin du trading automatique, j'utilise la fonction pour voir quels sont les résultats, etc. Ou si je veux comparer avec un backtest, le réel contre un backtest, j'utilise beaucoup ça. Et quand je fais du backtest, j'utilise beaucoup ça. Ça donne une idée un peu de la répartition de la performance et c'est très intéressant. L'autre aspect que je voulais montrer, c'était ça. Donc, je me mets sur MetaSentimentor, j'appuie sur ce bouton. Et en fait, lui, il me donne un relevé avec tous les trades. Ouverture, donc un trade long, fermeture, etc. Le prix d'entrée, prix de sortie, le PNL, c'est-à-dire le résultat cumulé. Donc ça, c'est très intéressant. On peut tout à fait faire un CTRL A et CTRL C, enfin CTRL A, CTRL C, et on colle ça dans un Excel, si vous voulez. Et à partir de ça, vous pouvez faire des choses. D'ailleurs, la solution que moi j'ai trouvée pour les backtests quand on utilise on va dire, deux stops différents, deux targets différents, j'utilise en fait ça que j'exporte dans Excel, que je reprocesse pour fabriquer en fait un fichier sentiment que je charge et qui me donne la courbe de résultat, enfin la courbe du MetaSentimentor en fait. Puis quand j'ai cette courbe du MetaSentimentor recréée artificiellement, on va dire, alors je change on va dire, de stop et de target et je peux faire toutes sortes d'optimisations,
d'analyse sensitive pour voir l'impact sur le deuxième contrat. Donc ça, c'est très intéressant et très, très utile. Dernière page, alors là, ça c'est plutôt le côté dans la pratique. Pour pouvoir utiliser toutes ces fonctionnalités, il faut avoir des données historiques. Donc, quand on a un compte CFD Forex, on a des paquets de données en 1, 5, 60 minutes. Vous pouvez activer cela gratuitement lorsque vous cliquez sur WHS Store. Et j'ai mis la page sur laquelle vous tombez. Alors, est-ce qu'elle est à jour ou pas? À vérifier, mais disons, en gros, ces informations, elles sont tout à fait correctes. Et donc, on active gratuitement. Après, ce qui se passe, c'est que quand vous lancez la plateforme, vous avez toujours une certaine période jusqu'à ce que ça s'ouvre. Pourquoi? Parce que la plateforme, elle va mettre à jour vos fichiers historiques que vous aurez sélectionnés. D'accord? Donc, si vous ne les utilisez pas, c'est mieux de désactiver, mais si vous les utilisez, c'est tout à fait intéressant. Et alors, ça vous donne beaucoup plus de données pour pouvoir faire des backtests sur du 1 minute, 5 minutes, 60 minutes. Maintenant, compte futur, là, il y a un service qui est... il y a différents services, on va dire, de prix historique, mais là, je vous donne celui que moi j'utilise. À partir d'1 minute, bon, moi, je ne fais pas trop vraiment, enfin, encore que vous voyez, avec le 1 minute break, on peut travailler sur 1 minute. Mais en gros, on a accès à des historiques d'1 minute sur 10 ans. Ça coûte 40 € par mois. Si on se lance avec un compte de CFD, on dit tiens, je voudrais quand même faire du backtesting sur un futur, parce que les données historiques du futur sont plus longues et les prix sont plus en relation avec l'activité de marché, puisque c'est pas un CFD fabriqué, mais c'est réellement un futur tradé. Dans ce cas, vous pouvez faire une demande, on vous chargera les 40 €, et puis quand vous aurez terminé, vous nous dites ok, on arrête. De cette manière-là, vous pouvez faire votre étude et accéder à ces données qui sont quand même incroyables. Et ce sont toutes des données au niveau des futurs, ce sont que des prix tradés, c'est-à-dire que dès qu'on est en présence d'un changement d'expiration, eh bien, dès que le volume sur la nouvelle expiration est supérieur au volume sur l'ancienne, c'est ce volume-là, c'est ces prix-là qui vont être pris en compte dans le fichier de prix historique. Donc, vous avez toujours les contrats qui ont été tradés par le plus grand nombre de gens, qui sont la base des données historiques. Ok, donc je suis un peu allé au bout de mon exposé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais me faire une petite invitation à tous ceux qui, parmi vous, ne sont pas clients déjà de Self-Invest. Et donc, je vais leur dire que pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas vouloir devenir un meilleur trader avec WHS qui, grâce à la qualité de sa plateforme, de son service, de ses vidéos éducatives, de la qualité de ses exécutions, est capable de vous aider à on ne va pas vous former nous, je ne vais pas moi aller vous former, mais l'information, les outils, la qualité de la plateforme peuvent vous aider à devenir de meilleurs traders. Et ça, c'est quand même le but du jeu pour l'ensemble je dirais, de tous les traders, c'est de devenir meilleur pour essayer de battre la compétition, les autres concurrents qui sont plus expérimentés que nous, et pour pouvoir développer un trading profitable. Ça, c'est le but du jeu. Et donc, mon invitation, elle est sincère et je crois vraiment que nous sommes différents des autres et qu'on donne beaucoup je dirais, de pistes à nos clients pour pouvoir développer des stratégies, etc. Donc, je suis arrivé au bout de la présentation. Je vais vous remercier. Je remercie ceux d'entre vous qui m'ont envoyé un petit merci. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vais dire allez la France pour ceux qui vont suivre le match de football ce soir. Allez la France!